Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. 19h13 sur Europe 1 Soir avec les chroniqueurs d'Europe 1 Soir. Vincent, alors j'allais dire Nathan Dever, mais Nathan va nous rejoindre dans quelques instants. Ce sera tout à l'heure Nathan Dever. Je suis en train de dire n'importe quoi sur les personnes qui sont autour de moi. On a Vincent Roy qui est avec nous, écrivain, journaliste. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Joseph Massescaron. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Nos invités pour parler évidemment de ce jour qui peut tout changer pour l'Ukraine, et c'est un plaisir de les accueillir. Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe. Bonjour, bienvenue. Bonsoir plutôt, et bonsoir à bonsoir, vous êtes là, et bonsoir à Oleg Kobzev, maître de conférence émérite en géopolitique russe et histoire américaine. Soyez les bienvenus tous les deux. Merci. Alors, cette réunion qui doit démarrer d'un instant à l'autre avec d'abord Volodymyr Zelensky reçu à Washington par Donald Trump, le président américain. Ils seront ensuite rejoints par 6 dirigeants européens, ainsi y compris Emmanuel Macron, ainsi que Ursula von der Leyen. Cet entretien, il est évidemment très attendu. On attend beaucoup de cet événement, et on attend également beaucoup de l'issue de ce qui va se passer après ce sommet qui s'est déroulé en Alaska il y a quelques jours entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors, première question que je vais vous poser ce soir, Igor Delanoë. Que va-t-il se passer ? On a tous en tête évidemment ce qui s'est passé en février dernier, lorsque Volodymyr Zelensky a été reçu à la Maison-Blanche. On a parlé de l'entretien, de l'humiliation pour Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose ? On a appris aussi que tout à l'heure Donald Trump avait demandé, enfin que la Maison-Blanche avait demandé à Volodymyr Zelensky de venir avec un costume cravate, parce qu'il y avait eu toute cette séquence, et également autour de la tenue du président ukrainien. Il semble avoir décliné, en tous les cas, ses recommandations. Donc ça commence mal. C'est sûr que ce sera un élément de contexte d'ordre psychologique. La dernière fois que le président ukrainien s'est trouvé dans ce bureau, ça s'est très mal passé, il faut le dire. Et un des buts de ce soir, c'est qu'au moins sur la forme, il n'y a pas un bis repetita. C'est-à-dire que les hommes se parlent. Et c'est intéressant de voir le séquençage. La Maison-Blanche a tenu d'abord à ce qu'il y ait un tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et puis l'équipe de Donald Trump, pendant une demi-heure, une heure et demie, je ne sais plus combien. Et ensuite seulement, les dirigeants européens seront conviés à rejoindre le bureau ovale, où se trouvera d'ailleurs aussi J.D. Vance, le vice-président américain. Donc, mon interprétation, si vous voulez, c'est que Donald Trump veut se donner le temps, d'abord, de montrer au président ukrainien la formule qui a été agréée avec Vladimir Poutine, la faire endosser par le dirigeant ukrainien, et ensuite mettre les Européens face à leurs responsabilités au pied du mur pour leur dire, voilà, si ça fonctionne pas, si Volodymyr Zelensky considère que la formule n'est pas équitable, qu'elle est injuste, qu'elle est humiliante, qu'elle n'est pas favorable à l'Ukraine, il signera pas. Et là, on va partir effectivement sur un autre scénario. C'est-à-dire que, à mon avis, pour les Européens, l'enjeu ce soir, c'est d'être de dire le plan convient pas, mais il ne faut pas que Donald Trump quitte le navire. C'est-à-dire les conditions sont celles, en fait, agréées entre les deux grands, sans nous, à Anchorage. Ça ne nous convient pas. Il faut qu'on le fasse passer, mais il ne faut pas que Donald Trump quitte le navire, nous laisse face aux Russes. Et ne pas passer pour les plus vats en guerre. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire... Toujours est-il que pour le moment, ça se présente pas très bien. Quand on sait ce qu'attend Donald Trump, ce qu'attend Vladimir Poutine, hein, c'est ce qui s'est dit lors de ce sommet en Alaska de Volodymyr Zelensky, ça se présente plutôt mal. On sait aussi que les dirigeants européens ont absolument tenu à être présents, mais que finalement leur participation, elle est plutôt secondaire. Elle intervient après la rencontre. Oui, c'est très curieux d'ailleurs la façon dont ça a été formulé, enfin tel que moi je l'ai vu. Donald Trump, évidemment, invite d'abord Volodymyr Zelensky, parce que c'est le but. Et quant aux dirigeants européens, il a eu une phrase qui consistait à dire, ils sont pas invités, mais s'ils viennent, c'est bien. Enfin, quelque chose qui protocolairement est quand même très très curieux. Il avait aussi dit les Européens peuvent un petit peu participer à ces discussions, avec le un petit peu. Ouais, quelque chose de vraiment très étrange, enfin que on n'a pas vu souvent, à mon avis. D'ailleurs, symboliquement, ils ne seront pas reçus de la même manière. Joseph Francis Caron. Et non, ils ne sont pas reçus de la même manière. Il y a l'entrée d'honneur, avec des gardes, etc., pour Volodymyr Zelensky, et puis derrière, l'entrée des artistes, si je puis dire, ce serait plutôt l'entrée des autistes pour les Européens.
Alors, sachant que Zelensky n'a pas été accueilli par Donald Trump à la sortie de l'avion, il a été ensuite amené à Washington. C'est aussi un décalage par rapport au protocole qui était mis en place en Alaska, c'est quand même assez flagrant. Oleg Kobzev, comment analyser les discussions de ce soir ? À quoi faut-il s'attendre ? Je crains pas grand-chose finalement, comme ce sera la même réponse que beaucoup d'entre nous ont donnée pour la rencontre en Alaska. Trump va sans doute, Zelensky en ce moment même, sans doute, il est en train de découvrir un papier posé sur le bureau de Trump. On ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que personne nous a révélé vraiment ce qu'on va demander à Zelensky. On ne sait même pas ce qui vient de Poutine, ce qui vient de Trump. Mais certainement, il y aura un papier sur le bureau et on lui dira « signe ». Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il va signer, quelles sont ses options. Moi, je dirais que les options sont suivantes. Et je vais faire des métaphores, mais pas tout à fait des métaphores, parce que parfois l'histoire se répète. On a d'abord scénario numéro 1, la reddition totale chez le maréchal Pétain après la débâcle de 1940. Ça, bien sûr, c'est ce que veut Poutine d'ailleurs. C'est ça en gros que veut Poutine. Trump, je pense pas que Trump y soit à 100%. Il n'est pas à 100% d'accord. Mais il est quand même assez proche de cette optique. Enfin, il penche du côté de Poutine. Option numéro 2, c'est le scénario finlandais en 1940 et à nouveau en 1945. Scénario numéro 3, on continue, on ne signe rien, on continue la résistance. Donc, est-ce qu'il faut être Pétain ? Est-ce qu'il faut être Mannerheim, le président de la Finlande en 1945, qui a quand même sauvé les meubles en sacrifiant la Carélie, ou faut-il être De Gaulle ? Voilà vraiment le dilemme de Zelensky, en sachant que chaque jour que va continuer la guerre, c'est des vies ukrainiennes pour Zelensky qui sont perdus, et combien de temps pourra-t-il tenir le coup ? Parce que la différence entre De Gaulle et Zelensky est plus dans la situation de Churchill, mais un Churchill qui n'a même pas... Churchill n'avait pas Roosevelt jusqu'à Pearl Harbor. Là, c'est même pas la situation. Au moins, il avait la sympathie de Roosevelt et un peu d'aide. Là, il y a encore moins d'aide et moins de sympathie de la part de Trump. Maintenant, il faudrait que les Européens, je pense pas qu'ils arrivent vraiment en faiblard ou en artiste, voilà, figurant. Genre, ils arrivent quand même. Il y a de la force dans cette délégation européenne, et il faudrait bien qu'ils expliquent que si Trump ne se réveille pas, il aura son Pearl Harbor. Il y a de la force. Oui, il y a de la force, je pense. Quand on est impuissant, quand on n'a pas d'autorité, quand on a une armée qui tout mouillait, si jamais les Européens s'engageaient à garantir une sorte de sauvegarde de l'Ukraine en reproduisant l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire en gros 30 millions de tout mouillés, avec le problème des munitions, tous les problèmes que l'on sait. Franchement, il y a de la puissance. Moi, je la vois pas. Oui, mais il y a une volonté. Je crois que les choses sont en train de changer. Je crois qu'il y a une peur qui est en train de s'installer en Europe parce à cause de Trump qui a lâché, qui a failli complètement lâcher l'Ukraine. Donc là, je crois qu'il y a un réveil. Il faut pas oublier que Macron, quand même, a dit il y a quelques mois, éventuellement, il faudrait envoyer des soldats en Ukraine, des soldats. Il a un peu répété en substance hier depuis Brégançon quand il a dit que l'Europe n'était plus une terre de paix. Et on se souvient qu'immédiatement les Ukrainiens ont eux-mêmes décliné. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères ukrainienne a dit évidemment, bien sûr, les Russes ne veulent pas que l'Ukraine aille dans l'OTAN et ils ne veulent pas non plus que l'OTAN entre dans l'Ukraine. Bon, on comprend. On entend beaucoup dire depuis ce matin que cette journée est décisive pour l'Ukraine. Elle l'est pas, ou en tous les cas, ça repose finalement sur les épaules uniquement de Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire, elle sera décisive s'il signe, elle le sera pas s'il signe pas. Mais je dirais heureusement. Oui, non, mais bien sûr. Heureusement, parce que si Zelensky, qui est à la tête, il n'y est pas seul non plus. Il y a tout un gouvernement derrière et tout un peuple derrière lui qui le soutient pas nécessairement. Il n'est pas toujours unanimement
populaire, mais il n'est pas tout seul. Et je dirais la majorité des Ukrainiens ne veulent pas qu'il signe. Et en plus, il y a un problème de légitimité. Parce que peut-il signer alors que la Constitution dit non, alors qu'il y a la loi martiale. Et deuxièmement, est-ce que Poutine respectera sa parole alors qu'il peut dire à tout moment, mais finalement Zelensky c'est un gouvernement illégitime qui est issu d'un coup d'État lors de Maïdan en 2014, sa signature ça ne vaut rien du tout. Donc, et on recommence la guerre. Donc voilà le problème. Ça repose sur les épaules du président ukrainien. Si finalement il ne signe pas, cette journée n'aura servi à rien. Et finalement, on se demande aussi à quoi servent les 6 dirigeants européens, les 7 personnes qui l'accompagnent aujourd'hui et qui doivent s'entretenir également avec Donald Trump à partir de 21h, Igor Delanoë. Si Zelensky signe pas, il y a quand même un gros risque que Donald Trump jette l'éponge et dise, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous avec les Russes. Parce que même pour Donald Trump, il y a un enjeu réputationnel aussi. Il va pas faire la navette éternellement en envoyant des conseillers, refaire un sommet avec Poutine pour retravailler. Ça me paraît quand même assez peu probable. Mais on sait aussi que le comportement qu'il avait eu en février vis-à-vis de Volodymyr Zelensky l'avait beaucoup desservi auprès même des Américains qui avaient très mal vécu cette séquence. C'est possible, mais alors auprès de son électorat, en revanche, je pense qu'il a dû marquer des points, parce qu'il s'en est pris, il a fait du Ukraine bashing pendant la campagne électorale, il a imputé cette guerre à l'administration démocrate depuis Obama, en réalité. Pour lui, c'est la guerre des démocrates, c'est la guerre de l'administration Biden, il l'a encore répété à Anchorage. S'il avait été élu en 2020 et qu'on ne lui avait pas volé la victoire comme il le présente, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. D'ailleurs, Vladimir Poutine a remis une pièce dans la machine, puisque pendant la conférence de presse, il a également repris les mêmes éléments de langage. Il l'avait déjà fait. Il a dit, et je suis d'accord avec Donald, si jamais on ne lui avait pas volé sa victoire, il n'y aurait pas eu cette guerre aujourd'hui. Donc, ça mange pas de pain, ça flatte Donald Trump et ça brosse dans le sens du poil. Alors pour revenir à cette délégation européenne, je vais vous donner la parole dans un instant, Vincent Roy, pour revenir à la délégation européenne qui accompagne le président ukrainien ce soir à Washington. J'aimerais qu'on écoute Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui s'est exprimé tout à l'heure depuis l'avion qui l'emmenait justement aux États-Unis. Écoutez ce qu'il a dit concernant la réunion de ce soir. Cette guerre en Ukraine dure vraiment depuis longtemps maintenant, plus de 3 ans. Elle a énormément affecté les Ukrainiens qui ont énormément souffert. Mais elle a aussi affecté l'Europe. Elle a impacté chaque famille et chaque communauté au Royaume-Uni. Et tout le monde veut qu'elle se termine, surtout les Ukrainiens. Mais nous devons faire cela correctement. Nous devons nous assurer qu'il y ait la paix, une paix durable et qu'elle soit équitable et juste. Voilà pour Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique qui s'exprimait dans l'avion avant d'arriver aux États-Unis, Oleg Kobzev. Un mot sur ce qui vient d'être dit là par le Premier ministre britannique. Oh pardon, mais ça ne mange pas de pain ce qu'il a dit. Ça, on peut interpréter de toutes les manières. Faut savoir, quand il parle de paix durable, de quoi parle-t-on? Faudra-t-il faire des concessions? Maintenant, sérieusement, je dirais que s'il y a des négociations qui suivent cette réunion d'aujourd'hui, il faudra que les Européens, les Américains soient extrêmement fermes, qu'ils emploient la même méthode qui est employée par le Kremlin, c'est-à-dire demander l'impossible, commencer à négocier avec des demandes complètement délirantes, genre rendez-nous tous les territoires. Quelle concession délirante pourrait faire Poutine? Donnez-nous le don, une partie des terres russes à l'ouest, présentez-nous des excuses. C'est comme ça que travaillent Poutine, Lavrov et le Kremlin. C'est une vieille tradition qui remonte à Molotov et Gromyko qui a vraiment formé des gens comme Poutine et Lavrov de cette génération-là. Et sauf que les Américains ne le font pas. Les Américains ne veulent pas, mais finalement, tant pis. À un moment donné, il faut dire tant pis, on peut pas compter sur les Américains. Il faut avancer parce qu'on est en Europe, parce qu'on est en première ligne. Maintenant, en étant dur avec le Kremlin, on peut
concevoir des concessions. Ça, c'est la méthode, c'est la vieille méthode soviétique. On demande l'impossible pour avoir au moins le minimum dont je pense. Alors, pour être réaliste, je pense que il y aura tôt ou tard la reconnaissance par l'Ukraine de l'annexion de la Crimée. Et puis c'est le Donbass, évidemment, va passer dans l'escarcère. Un mot rapidement, Vincent Roy. Oui, avant la pub. Pour que Volodymyr Zelensky signe le papier dont vous parlez. Donald Trump a proposé quand même une protection pour l'Ukraine. Bon, il a proposé une sorte alors pas l'OTAN, mais voilà. Bon, donc il lâche pas complètement. Je dirais, c'est dans la balance. C'est dans la balance. Oui, et alors premièrement, je dirais c'est un bon signe parce que le Kremlin n'a pas dit oui c'est du pipeau, on veut plus, on veut une reddition totale. Ils ont mentionné que ça serait avec un AIT à la fin, en grandes lettres majuscules. Allez, on va poursuivre. Possible. Ils accepteraient ça. Maintenant, le problème, éventuellement, ça serait une solution. Et vous vous souvenez, l'autre jour, j'avais dit pourquoi on n'a pas fait ça en 2008. Voilà, on va poursuivre cette discussion dans un instant. Bien évidemment, on marque une courte pause. Le journal permanent avec Adrien Spiteri et on va poursuivre évidemment cette discussion concernant cette réunion de ce soir à Washington entre Donald Trump, les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. En compagnie toujours des chroniqueurs d'Europe 1 Soir, Vincent Roy et Joseph Massescaron, et puis nos invités, Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, et Oleg Kobzev, maître de conférences émérite en géopolitique russe et histoire américaine. On va évidemment poursuivre sur cette séquence, sur ce qui est en train de se dérouler en ce moment même à Washington, à la Maison-Blanche, cette rencontre entre Donald Trump pour le moment et Volodymyr Zelensky. Donald Trump qui a renouveler sa volonté d'organiser une réunion à 3 en compagnie de Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Igor Delanoë, c'est quelque chose qui paraît toujours difficile parce qu'on a encore du mal à imaginer que Vladimir Poutine accepte de s'asseoir à la même table que Volodymyr Zelensky, alors que pour lui, il n'est pas légitime et il l'a répété à plusieurs reprises. Oui, absolument. Pour l'instant, ça paraît à peu près inconcevable. Ça a été dit pour les dirigeants russes, Volodymyr Zelensky est, comment dirais-je, l'avatar de Maïdan, qui est un coup d'un changement de régime inconstitutionnel, et surtout, son mandat présidentiel est arrivé à échéance depuis le printemps dernier, et les Russes n'ont de cesse de répéter qu'à ce titre-là, il n'est pas qualifié pour endosser, paraffer un quelconque document, puisque ce document pourrait être ensuite dénoncé par un autre gouvernement ukrainien qui pourrait revenir et dire finalement ce document n'est pas valide puisque celui qui l'a endossé n'était pas élu à ce moment-là. Donc ça c'est un premier élément, mais surtout ce sommet il aura lieu uniquement si jamais, admettons que les Russes s'assoient sur cet argument, ce qui me paraît aujourd'hui un petit peu difficile, mais admettons, il aura lieu uniquement si jamais ce à quoi on assiste ce soir débouche sur une feuille de route, sur une formule qui est endossée par à peu près tout le monde. Et les deux sujets majeurs dans ce document, ce qu'on croit comprendre, c'est les garanties de sécurité. Et on a un petit peu évoqué le sujet avec la question de la coalition des volontaires. C'est pour ça que les dirigeants européens sont là aussi pour incarner cette coalition des volontaires. Et 2, ce sont les échanges de territoires auxquels pourraient se livrer Russes et Ukrainiens. Et là aussi, Zelensky explique que c'est anticonstitutionnel d'échanger des territoires et les Russes ont annexé des territoires dont une partie qui ne contrôle pas. Oleg Kobzev, on évoquait aussi tout à l'heure, juste avant la pause, l'éventualité d'un départ de Donald Trump, c'est-à-dire de se dire bon ben voilà, écoutez, vous voulez rien, je vous laisse vous débrouiller entre vous. Le président des États-Unis qui vient de confirmer que les États-Unis seront impliqués dans la sécurité future de l'Ukraine. Ça, c'est la promesse de Donald Trump à l'instant à Volodymyr Zelensky. Bon, faut voir ce que vaudra cette promesse et il faudra voir les promesses en action. Pour le moment, je peux pas vous dire oui, ça va se passer comme ça. Non, oui, il va faire quelque chose. Non, il ne fera rien. Très difficile à dire. Ça transpire quand même d'une volonté du président américain de rester impliqué dans ce dossier. Oui, parce qu'il veut son prix Nobel. Bien sûr, ça c'est un détail. Il ne faut pas oublier que derrière Trump, il y a quand même un État profond, il y a quand même une communauté militaire avec laquelle on ne plaisante pas. Et il y a toute une partie des républicains. On a oublié que combien de républicains quand même étaient des durs, vraiment des faucons par rapport à la Russie.
Igor Delanoë, on va vous libérer. Je crois que vous avez un taxi qui vous attend. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous, Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe. Et on poursuit bien sûr nos discussions. Joseph Massescaron, vous souhaitez ajouter quelque chose à ces informations qui arrivent pour le moment au compte-gouttes de cette réunion, de ce premier entretien de la soirée entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? Écoutez, ces deux séquences me font penser, vous savez, dans la fameuse pièce de Giraudoux, la guerre de Troie n'aura pas lieu, à un moment donné, à la fin, il y a Priam et Hector qui sont là ensemble, et évidemment, bien sûr, la guerre de Troie va avoir lieu. Et Hector dit, mais finalement, à quoi nous servons? Et Priam dit, écoutez, à goûter, c'est parce que le privilège des grands, dit Giraudoux, est de voir les catastrophes d'une terrasse. Et c'est vraiment à ça qu'on a l'impression qu'on est évidemment dans ce type de séquence. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans notre logique de dire c'est extraordinaire, il y a une réunion extraordinaire. Enfin, les adjectifs c'est un superlatif en permanence. Maintenant, on connaît on connaît, oui, à peu près les deux points qui sont les deux points de blocage. Un point territorial, le point de la sécurité. Le point territorial, c'est de savoir. Dans le Donbass, en effet, comme il a été rappelé, il y a une partie qui resterait vraisemblablement russe, mais il y a une partie quand même qui est un véritable enjeu, qui est l'oblast de Donetsk. Pourquoi c'est un véritable enjeu? Ça, vous pouvez me le dire aussi bien mieux que moi. D'abord, c'est un enjeu économique considérable, et puis ensuite, c'est un enjeu parce que cette ligne, d'une manière géographique, elle tient, et que si elle sautait, évidemment, ça permettrait plus tard aux Russes de pouvoir revenir, puisque c'est sûr qu'ils n'ont pas abandonné toute volonté hégémonique contre l'Ukraine, c'est absolument évident. Il y a ce point qui est un point, là pour l'instant, les Russes, grosso modo, contrôlent 70% de l'oblast de Donetsk, et évidemment, eux, ils voudraient 100%. C'est là-dessus que va se jouer. Le deuxième point, comme je l'ai rappelé, évidemment, bien sûr, il est hors de question, Trump l'a dit, que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Les Ukrainiens le savent très bien. Il est aussi absurde de penser que des éléments de l'OTAN puissent entrer en Ukraine. Ça, également, les Ukrainiens peuvent le savoir. Donc, est-ce qu'on va créer et on va aller ce qui est l'article 5 de l'OTAN qui prévoit la sûreté d'un certain nombre de pays. Ça existe déjà, ça existe pour Chypre, ça existe pour d'autres pays. Donc est-ce qu'on va être sur le même mode opératoire, à savoir une force qui peut être une force européenne et américaine, peut-être, et qui serait cantonnée soit en Pologne, soit en Roumanie. Ça, ce sont les enjeux qui sont des enjeux aujourd'hui concrets. Il y a une question aussi qui se pose. On a beaucoup entendu ces derniers jours. On a beaucoup entendu. J'approuve tout à fait ce que vous avez dit. Excellent. On a beaucoup entendu ces derniers jours qu'il ne pourrait pas y avoir de paix sans les deux parties, sans que les deux se rencontrent, et ce qui paraît en même temps logique. C'est-à-dire qu'on se dit que cette rencontre, si on veut que la guerre s'arrête, entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, elle devra avoir lieu à un moment donné. Ou alors il faudra, autre possibilité aussi, que Volodymyr Zelensky laisse sa place. C'est peut-être aussi ce que Vladimir Poutine attend, ce que Vladimir Poutine espère. Il n'y a pas que Vladimir Poutine d'ailleurs. Vincent Roy. Il y a des gens dans le pays qui veulent prendre la place de Monsieur Zelensky. Oui, mais ça certainement. Voilà. Il y a des gens chez nous qui veulent prendre la place aussi d'Emmanuel Macron. Oui, mais enfin, nous ne sommes pas directement en guerre. Non. Enfin, quand on écoute Emmanuel Macron, on n'est pas loin. On est souvent en guerre. Oui. On est tout le temps en guerre. On sera bientôt en guerre. Oleg Kobzev, ma question, elle est là. Je la posais tout à l'heure à Igor Delanoë. Est-ce que cette rencontre, elle va pouvoir avoir lieu? C'est pas impossible, disons, c'est faisable. On a eu quand même quelque chose qui s'en est rapproché, c'est quand il a fallu négocier Odessa et la livraison du blé qui était tenu en otage. Donc il y a eu des négociations en Turquie, sans poignée de main, avec une C'était au début de la guerre. Je vous rappelle que c'était là où c'était le plus chaud. Oui. C'était vraiment la situation était plus grave qu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est plus ou moins gelé, un peu comme vers la fin de la guerre de 14. Au début, on était
à peine sorti d'une guerre de mouvement et à peine sorti, il y a peut-être un an auparavant, avant ces discussions en Turquie, l'armée russe était aux portes de Kiev en train de commettre des atrocités épouvantables à Boutcha et à d'autres endroits. Donc, encore une fois, c'est faisable. Les deux parties, russes et ukrainiennes, peuvent se rencontrer. Donc la dernière fois en Turquie, les tables étaient très séparées, pas de poignée de main. Il n'y avait pas Zelensky, il n'y avait pas Poutine, mais il y avait quand même des gens qui pesaient dans les décisions, des décisionnaires importants de chacun de leur côté, et on est arrivé quand même à résoudre ce gros problème qui faisait que nous n'avions plus le blé ukrainien. On s'est aperçu à quel point c'était important et que les Africains allaient être menacés d'une famine. Donc il y a des solutions à deux. Ce n'est pas complètement impossible et irréaliste. Donc juste pour répondre à votre question, maintenant est-ce qu'il y aura quand et si et est-ce qu'il y aura une rencontre Zelensky-Poutine? Point d'interrogation. Et l'autre hypothèse, l'autre hypothèse, quand on n'en sait rien. L'autre possibilité du départ de Zelensky. Oui, mais alors là, tout peut arriver. Est-ce que c'est vraiment les est-ce individus? Que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable ou pas souhaitable? Je pense pas que ce soit réellement un problème. C'est pas les individus ne font pas l'histoire. Même De Gaulle est un facteur, par exemple, pour l'histoire française après 1944. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est toute désolé d'être un peu marxiste ou au contraire lecteur de Tolstoï et de la guerre et de la paix, mais il y a beaucoup plus qui est impliqué dans des moments d'histoire comme cela, surtout dans une guerre, que simplement quelques individus. Même Trump ne compte pas autant qu'on le voudrait. Et j'oserais dire même pas Poutine, parce que derrière Poutine, comme derrière Staline, vous avez toute une oligarchie avec une société pyramidale. Donc c'est beaucoup plus compliqué que simplement. Il y aura pas de grande différence. Ouais. Ou à la limite, Zelensky peut glisser sur une peau de banane et devenir paralysé. On a vu le cas. On dirait que ce sera un coup de la Russie. On a vu le cas en Israël où le Premier ministre est resté au coma. Je ne sais même pas s'il est encore vivant et toujours sous le coma, mais les individus ne comptent pas autant. Je dirais que c'est les faiseurs de paix comptent beaucoup plus. Je dirais que c'est les faiseurs de paix, ceux qui ont vraiment un projet de paix, qui comptent réellement. Pour le moment, c'est pas le cas. Si je suis de votre raisonnement, on est dans le bureau de Trump, il y a le papier sur la table et voilà. Est-ce que Volodymyr Zelensky peut signer le papier sans en avoir parlé aux Européens? La question n'est même pas là. Je pense pas qu'il voudra signer, européen ou pas européen. Ça paraît pas envisageable. Il devra négocier cela, encore une fois, avec tout le gouvernement, avec tous ces oligarques à lui, avec la société, toute la population ukrainienne. Il doit prendre en compte tout cela avant de signer. Et puis déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on lui propose de signer. Mais c'est déjà ce qui est intéressant sur ce qui est sans doute le papier qu'on vient de lui mettre sous le nez, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'on propose. Alors, on va le savoir dans les heures qui viennent. La protection et Poutine garde les territoires. Oleg Kobzev, ma dernière question. L'Europe n'est-elle plus une terre de paix? C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron hier. Malheureusement, c'est vrai. Il faut ouvrir un peu les yeux, oui. C'est vrai depuis un petit moment déjà. Ça fait depuis un moment, bien sûr. Il y a quand même eu quelques éléments dans les Balkans. Donc ça veut dire quoi? Quand même. Oui, absolument. Voilà. Ça, il y a eu quand même. Donc il faut rappeler Emmanuel Macron. Il y a une histoire récente. Donc vous êtes aussi un va en guerre comme le président de la République? Vous pensez qu'il a... Je vais être comme Zelensky, je vais pas signer cette déclaration. Merci beaucoup Oleg Kobzev d'avoir été avec nous, maître de conférence émérite en géopolitique russe et histoire américaine à l'American University of Paris. Merci. Alors on va changer de sujet, évidemment, on va revenir sur l'événement incontournable de la soirée, l'événement international avec cette rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Dans quelques minutes, ils seront rejoints également par plusieurs dirigeants européens qui font partie du voyage, par également Ursula von der Leyen. Et en tous les cas, ce qui semble ressortir pour le moment des premiers instants, des premières minutes de cette rencontre entre le président américain et le président ukrainien, c'est
la cordialité, en tous les cas, de l'échange, des échanges, la cordialité de la rencontre qui vient trancher avec les échanges qu'ils avaient pu avoir dans le bureau ovale au mois de février dernier, qu'on avait même qualifié d'humiliation, Gilles Boutin. Fort heureusement. Fort heureusement. Je pense que la pression européenne derrière n'y est pas étrangère. Et puis Donald Trump a sincèrement, je le crois, envie d'avoir la paix. Je crois qu'il a surtout aussi envie qu'on lui fiche la paix, Donald Trump. Il a envie d'être débarrassé de ce dossier et donc il veut s'en défaire à tout prix. Donc cette cordialité ne me surprend pas tellement, mais tellement cordiale qu'il en est étrange, Donald Trump, parce que avant d'aborder le fond, ne serait-ce que sur la forme, du peu que j'ai pu voir, c'est surréaliste. C'est-à-dire que il évoque des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le dossier ukrainien. Mmh. Il parle de la garde nationale déployée à Washington qui a des effets formidables, ses amis qui le remercient parce que leurs enfants peuvent sortir tranquillement dans les rues. Il parle de Biden, il dit que c'est un corrompu, qu'il est stupide littéralement. Il évoque également, j'ai noté ça, il a parlé de son fils qui aurait fini 4e d'un tournoi. Enfin, voilà, Donald Trump fait du Trump. Oui, c'est ça. C'est sa manière à lui. Trump, donc il y a rien de vraiment étonnant. Mais on est toujours surpris en fait, et je pense que les Européens ne cesseront jamais d'être surpris parce que ça reste un objet politique totalement non identifié, ce Donald Trump. Et c'est peut-être pas pour rien qu'ils viennent grouper, c'est pour tenter de conserver une cohérence entre eux face à un discours qui est toujours très très mouvant sur la forme, en tout cas. Alors, tous les observateurs sont d'accord sur le fait que cette rencontre est aimable. Il reçoit aimablement Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il en fait pas un peu trop aussi, Nathan Dever? Il faut refaire l'historique. Donald Trump vient de se coucher il y a quelques jours devant Vladimir Poutine. Oui. Se coucher vraiment, et c'est un petit mot, c'est un euphémisme pour décrire la manière dont il a vendu son pays, qui est la première puissance mondiale diplomatique pour l'instant, à la Russie. Après avoir, la dernière fois, humilié ou essayé d'humilier, parce que je crois que c'était lui il s'était lui-même humilié en croyant humilier son adversaire, humilié Zelensky, la dernière fois qu'il l'avait reçu au bureau ovale. Encore heureux qu'il le reçoive correctement, si vous voulez. On va pas non plus féliciter le président américain de recevoir correctement son allié. Non, c'est pas le féliciter, mais en tous les cas, c'est... mais c'est la moindre des choses. Mais bien sûr, mais ça commençait mal. C'est-à-dire, quand la Maison-Blanche envoie un message au président ukrainien en lui disant mettez un costume-cravate pour venir éviter de faire comme la dernière fois, et que le président ukrainien dit bah non, je fais ce que je veux, on se dit que ça va mal commencer, ça commence mal. Donc mais le président ukrainien avait absolument raison de faire cela. Le président des États-Unis est en train aujourd'hui, et ce qu'il a fait ces derniers jours, c'est de se coucher devant celui qui est l'ennemi absolu de l'impérialisme américain. Donc à partir de là, moi je trouve même, enfin évidemment on n'a pas de leçon à donner à Zelensky, mais je trouve même qu'il y a quelque chose de triste à voir Zelensky devoir se plier à la mascarade trumpienne du costume, etc. Alors il en a rigolé d'ailleurs. Il en a rigolé, il s'en est moqué avec beaucoup d'intelligence en disant moi j'ai changé de costume et pas vous, etc. Mais il y a quelque chose là d'extrêmement inquiétant. Avoir Trump traiter cette affaire avec tous les éléments que vous avez rappelés, cette scénographie burlesque, de la même manière que la dernière fois quand il avait rencontré Madame von der Leyen, il avait commencé par faire la publicité de la salle de bal de son hôtel qui allait rouvrir et accueillir un certain nombre de dîners pour les nouveaux clients de l'hôtel. Tout ça est absolument lunaire, et la manière dont il ne considère pas la grandeur de son propre empire, de l'empire dont il est président, devrait, et je crois, est inquiétante pour beaucoup de ses concitoyens. Allez, on va continuer à en parler bien sûr dans un instant, mais d'abord il est 20h30 sur Europe. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. Je fais ce que je peux. 20h31 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre, toujours en compagnie de Nathan Dever et de Gilles Boutin. Donald Trump qui reçoit aimablement actuellement Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Donald Trump qui a parlé de paix durable, qui a dit également que cette guerre va se terminer. Il a assuré que la guerre allait se terminer avec beaucoup d'optimisme. Je vous propose d'écouter le président américain et puis on continue d'en parler juste après. On ne parle pas d'une paix sur 2 ans pour nous retrouver de nouveau dans cette situation. On va construire ensemble la paix. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner. La guerre va s'achever. M. Zelensky souhaite qu'elle se termine. Vladimir Poutine aussi. Et je pense que tout le monde en a assez de cette guerre.
Donald Trump face à Volodymyr Zelensky. Il y a quelques instants à la Maison-Blanche, Gilles Boutin, avec toutes les formes que Donald Trump est en train de mettre lors de cet accueil du président ukrainien. On disait très aimable, il fait du Donald Trump, il rigole avec lui. Il est quand même en train finalement de passer le message, de passer le message que lui a demandé de passer Vladimir Poutine. Quand il dit on veut pas d'une paix qui va durer 2 ans et qui va se terminer, on veut une paix durable, on veut quelque chose sur le long terme. C'est exactement ce qu'attend et en tous les cas ce qu'a dit Vladimir Poutine lors du sommet en Alaska vendredi. Je suis d'accord avec Nathan, l'alignement du discours de Donald Trump sur le discours de Vladimir Poutine est très dérangeant. Et si accord il y a, cela aura un goût profondément amer pour les Ukrainiens et les Européens et même les Américains qui, eux, souhaitaient continuer de soutenir l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que s'il y a accord, ça veut dire que Vladimir Poutine, ça lui convient. Si cela lui convient, ça veut dire qu'il y a abandon de souveraineté par l'Ukraine, en grande partie sur son territoire, ainsi que sur d'autres aspects. Et parce que vous croyez qu'il peut avoir accord si ça ne convient pas à Vladimir Poutine ? On voit bien que pour le moment, le rapport de force, c'est impossible. Rapport de force, il est largement en faveur de la Russie aujourd'hui. Absolument, mais je me contente juste de rappeler une évidence, c'est que s'il y a un accord, c'est que Vladimir Poutine est partie prenante. Or, nous connaissons les conditions de Vladimir Poutine et ce qu'elles impliquent pour l'Ukraine. Or, l'Ukraine, cela signifie qu'elle perdrait 20% de son territoire, en plus, il y a d'autres aspects qu'on ne maîtrise encore pas très bien, c'est-à-dire que toute cette histoire autour d'un similé article 5 du traité de l'OTAN, en gros, ça reviendrait à donner le statut d'État protégé par les forces de l'OTAN sans être membre de l'OTAN à l'Ukraine. J'ai peine à croire que Vladimir Poutine soit pleinement sincère quand il dit à Donald Trump qu'il serait plutôt d'accord avec cette option. Je pense qu'en réalité, Vladimir Poutine est très fort pour laisser pourrir des négociations et s'il veut empêcher qu'il y ait une quelconque sécurité occidentale qui s'applique à l'Ukraine, il le fera. Je suis vraiment très dubitatif quand on connaît les buts de guerre sur le temps long de Vladimir Poutine. Lui, il refuse qu'il y ait une autre mainmise sur l'Ukraine que celle de la Russie. Donc, s'il y a accord, encore une fois, ce sera vraiment au détriment de l'Ukraine, et on ne voit pas bien pourquoi l'Ukraine accepterait, et il est fort probable que Vladimir Poutine soit toujours double, et qu'il y ait énormément de choses qu'il laisse courir dans le temps, en fait, pour laisser pourrir les négociations. Le temps joue pour lui. Nathan Dever, il y a un petit côté VRP ce soir dans l'attitude de Donald Trump. C'est-à-dire que là, effectivement, il a sa casquette de président des États-Unis. Il a quand même ressorti la casquette de businessman qu'on lui connaît à Donald Trump. Et il est en train de jouer là-dessus. Il joue le relationnel avec le contrat qui est posé sur la table, où il attend que Volodymyr Zelensky appose sa signature. On a du mal à imaginer qu'il le fera, et en tous les cas qu'il le fera ce soir. Mais en tous les cas, Donald Trump, c'est ce qu'il cherche clairement aujourd'hui. Vous avez totalement raison de faire cette comparaison. Je crois que si on veut comprendre la théorie politique de Donald Trump, il faut lire le fameux livre qu'il avait écrit qui s'appelait The Art of the Deal, l'art du traité, l'art de la négociation, qui avait été un best-seller absolu, où à l'époque, Donald Trump, promoteur immobilier, racontait comment il faisait des deals avec ses concurrents, ses rivaux, etc. Ou quand il voulait acheter un immeuble, une tour, un hôtel. Et en fait, il décrivait un rapport extrêmement viril, extrêmement violent à la négociation. Et je crois que c'est ce paradigme-là qu'il faut adopter pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Si on sort de la scène immédiate, qu'on revient sur l'historique des discours prononcés par Donald Trump, on voit, vous l'avez relevé, que la pression aujourd'hui, Donald Trump la met sur Zelensky. Mais il l'a toujours fait. C'est-à-dire que quand Donald Trump a parlé de la guerre en Ukraine depuis 1 an, qui a-t-il désigné comme un faiseur de guerre ? Qui a-t-il désigné comme l'individu qui joue avec le risque d'une 3e guerre mondiale ? Alors, il a changé de discours à un moment donné, lorsqu'il a mis aussi une certaine forme de pression sur Vladimir Poutine, lorsqu'il avait parlé, lorsqu'il avait mis son ultimatum sur la table. Bien sûr. Il n'a jamais employé, même quand il a changé de discours, il n'a jamais employé à l'encontre de Vladimir Poutine les mots employés contre Zelensky. Il n'a jamais dit que Zelensky était un dictateur, que Poutine était un dictateur, ce qu'il a dit de Zelensky, alors que Poutine est un dictateur et que Zelensky ne l'est pas. Les élections présidentielles ont été suspendues, elles vont avoir lieu à la fin de la guerre, enfin c'est normal, comme dans tout pays, même toute démocratie en guerre, les élections peuvent être suspendues dans ce genre de cas. Zelensky a été élu démocratiquement. Il a dit que Zelensky était un agresseur.
un faiseur de guerre, un belliciste, quelqu'un qui joue avec le risque d'une troisième guerre mondiale, quelqu'un qui joue avec des centaines de milliers de morts et des centaines de millions de morts. Il n'a jamais employé ce lexique-là contre Poutine, alors que Poutine, et justement je reviens sur ce que vous disiez, depuis 20 ans, c'est pas récent, ça date pas de la guerre en Ukraine, depuis 20 ans, Poutine en Géorgie, en Tchétchénie, en Syrie, en Afrique contre les intérêts français, aujourd'hui en Ukraine, passe son temps à agresser des souverainetés, à massacrer des civils et à se comporter comme un boucher absolu. Et il y a quelque chose chez Trump, dans la manière dont il applique sa méthode du Art of the Deal à la guerre ukraino-russe aujourd'hui, il y a quelque chose qui relève de l'inversion complète, me semble-t-il, de la culpabilité, de la responsabilité et de la chronologie des agressions et des défenses. Sur le plan personnel, Nathan Dever, Donald Trump se sent beaucoup plus proche, a beaucoup plus de points communs avec Vladimir Poutine qu'avec Volodymyr Zelensky. Oui. Il y a une forme aussi même presque d'admiration de la part de Donald Trump vis-à-vis du président russe. C'est ce qui est très frappant. Donald Trump est quelqu'un qui manifestement, pour un homme qui parle tout le temps qui brandit des principes entre guillemets démocratiques, la majorité, les libertés, la majorité silencieuse, etc. C'est quelqu'un qui est extrêmement admiratif des individus dans le monde entier qui sont les moins démocrates. Il admire les puissants. Exactement, mais c'est pas les puissants. Quand il disait qu'il envoyait des love letters, des lettres d'amour à Kim Jong-un, il parle de quelqu'un qui a des camps de concentration, qui massacre ses opposants. Poutine, c'est pareil. On se souvient de comment il a empoisonné, massacré, tué, emprisonné des opposants politiques. Et quelqu'un, en revanche, qui quand il est confronté à des dirigeants démocratiquement élus, par exemple des chefs d'État européens, les traitent globalement comme des chiens, à part Emmanuel Macron qui a un peu un statut un peu différent parce qu'il a une relation avec lui depuis 10 ans. Globalement, il les traite extrêmement mal. Il y a quelque chose, vous avez raison, qui est très frappant chez Donald Trump, une sorte de virilisme passionné par les dirigeants autocratiques. Et je crois que ça doit être aussi questionné dans son imaginaire. Gilles Boutin. Oui, c'est frappant de voir à quel point il peut être flatté. La ficelle est extrêmement grosse. Et quand on écoutait la conférence de presse de Vladimir Poutine et Donald Trump, Vladimir Poutine, en introduction, a d'emblée expliqué que si en 2022 Donald Trump avait été là, il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Ukraine, reprenant mot pour mot ce que Donald Trump dit en permanence. C'est tellement énorme comme manipulation, et pourtant ça fonctionne. Et on l'a vu ensuite, Donald Trump s'est vanté d'autres compliments qui lui auraient été dits par Vladimir Poutine. Ça, c'est déjà un point inquiétant quand on voit que le dirigeant de la première puissance mondiale est aussi sensible à la flagornerie. Et ajoutons à cela que ce qui est très déroutant, c'est que la propagande kremlinienne qui atteint aisément tout un pan de la population via les réseaux sociaux notamment. Il suffit de discuter un petit peu pour entendre que effectivement la responsabilité est vite inversée. On entend souvent que Zelensky est responsable de la guerre et qu'il souhaite la continuer surtout, parce que ce serait dans son intérêt, ou alors qu'il y aurait une violation de la démocratie, alors que c'est totalement faux. En France, pendant la Première Guerre mondiale, on a stoppé les élections le temps du conflit, ce qui est bien naturel pour la stabilité, pour mener les combats. Et on voit que cette vulgate, ce discours qui est à destination de la masse, touche aussi bien celui qui est censé être le mieux renseigné, c'est-à-dire le président de la République, le président des États-Unis. Et c'est troublant, on n'a pas tous les éléments pour l'expliquer, si ce n'est cette fascination, effectivement, que Trump a toujours montré pour les puissants. Mais on aimerait, sur le long terme, obtenir plus d'éléments qui nous permettent de comprendre cette mansuétude qu'il a pour Vladimir Poutine. Donald Trump qui a redit à plusieurs reprises ce soir qu'il veut organiser une réunion à 3 avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Il le souhaite si tout se passe bien. On a du mal, Nathan Dever, à imaginer que cela puisse être possible en réalité. Vladimir Poutine a toujours montré une forme de dédain de la part vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Il le considère pas comme légitime pour être à sa table. De dédain et de haine, puisque le but initial de la guerre en Ukraine, c'était d'essayer de faire buter Zelensky en l'espace de 72 heures. Et que d'ailleurs, Zelensky, et c'est là qu'il est devenu autre que lui-même, comme dit la Bible pour parler des rois, des individus quand ils revêtent une grandeur politique, Zelensky a refusé d'être exfiltré par les États-Unis. Alors qu'il y avait des commandos russes dans les rues de Kiev, et il a dit non, je reste et je vais me battre pour mon pays. Le but de Poutine était de faire tomber le régime de Zelensky en 72 heures, mais surtout d'éliminer physiquement
Zelensky, comme Poutine l'a toujours fait, à l'encontre de tous ses opposants. Mais ce qui est problématique, imaginons même, pour suivre votre hypothèse, que Poutine accepte ce format. Ce qui serait scandaleux, c'est qu'on exclut l'Europe. Il n'y a pas à faire une rencontre à 3 entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Il faut au moins qu'il y ait un dirigeant européen, voire plusieurs dirigeants européens. C'est soit une rencontre à 2, c'est-à-dire uniquement Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ce qui n'aura pas lieu. Soit ce qu'on appelait jadis le format de Normandie, où il y avait le président russe, enfin dictateur russe, président ukrainien, et 2 dirigeants, au moins 2 ou 3 dirigeants européens. On pourrait ajouter à cela les États-Unis, mais il est absolument délirant que les États-Unis et la Russie se partagent comme ça l'avenir de l'Europe. Il faut pas oublier quand même que je crois que depuis que Trump est revenu au pouvoir, l'Europe a compris qu'elle a fait une erreur de ne pas développer sa souveraineté militaire, politique, économique, énergétique, géopolitique à l'écart de la Russie et par rapport aussi aux États-Unis. Ce serait délirant de retomber là-dedans. Donc je crois que les dirigeants européens font bien aujourd'hui, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont tout à fait raison de s'inviter manu militari dans l'avenir de la guerre ukrainienne. Et d'ailleurs, ils ne s'y invitent pas. C'est un avenir qui les concerne beaucoup plus qu'il ne concerne Donald Trump, qui est déjà acquis absolument à tout le narratif politique de Vladimir Poutine. Et Gilles Boutin. Ce à quoi on assiste en plus, c'est un choc entre les porteurs d'un pseudo-principe de réalité, on va appeler ça comme ça, et ceux qui défendent également des principes intangibles. Et je pense que les Européens, toute proportion gardée, prennent des accents churchilliens, voire gaulliens. C'est-à-dire qu'ils défendent un discours sans concession. On verra ce que ça donnera. Bien sûr, peut-être qu'il y aura malgré tout reconnaissance de certaines annexions ou à tout le moins la reconnaissance d'une situation de fait sans pour autant reconnaître officiellement les annexions. Ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser à plusieurs choses. Churchill, on lui prête cette phrase qui, il l'a pas forcément dit telle quelle, mais vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre à propos de la crise des Sudètes qui s'est terminée par l'accord de Munich. Et j'en ajoute une autre de Gaulle dans ses mémoires qui dit l'avenir dure longtemps. Et il disait ça à propos du régime communiste polonais que Staline cherchait à lui faire reconnaître. Il a refusé en disant l'avenir dure longtemps. Et 45 ans plus tard, il avait raison.